ailleurs cofondatrice du collectif Je suis Charlie Montréal. Zineb, est-ce que, immédiatement après l'attentat, vous avez eu un doute sur l'opportunité de continuer, un seul doute? J'ai une deuxième question à part, c'est qu'est-ce que vous pensez de la polémique autour de Jeannette Bougrave? Alors, sur la première question que vous avez posée, je voudrais simplement vous dire que le choc pour nous tous a été tellement fort, tellement inattendu. Parce que je disais tout à l'heure qu'on savait que nous étions menacés, mais à aucun moment nous n'imaginions qu'il allait y avoir un commando au journal et que la rédaction allait être passée par les armes, décimée à la Kalachnikov, quoi, au fusil d'assaut. Jamais on ne l'aurait imaginé. Donc, nous, si vous voulez, sur le plan personnel et intime, après cette journée cauchemardesque du mercredi que nous avons passé à essayer de savoir qui était en vie, qui était mort et dans quel état étaient les blessés, la rédaction n'a pu se réunir au complet, les survivants et ceux qui n'étaient pas à l'hôpital, le vendredi. Et lorsque nous nous sommes réunis, évidemment, nous avons beaucoup pleuré. Nous nous sommes pris dans les bras. Nous avions besoin de se toucher physiquement déjà et d'ingurgiter petit à petit, d'assimiler ce qui s'est passé. Mais je pense qu'il nous faudra très très longtemps pour nous en remettre. Le fait d'être ensemble nous a galvanisés. Nous voulons tous continuer. Bien sûr, nous avons sorti ce premier numéro de Charlie dans des conditions extrêmement difficiles. Et pour l'instant, tout le monde veut continuer. Mais j'aimerais aussi dire comment reprocher à quiconque ne le souhaiterait pas. Comment reprocher à quelqu'un de craquer, de se décourager, ou tout simplement de succomber à ce choc qui pour nous, je le rappelle, a été très très fort. Donc pour l'instant, tout le monde va bien, tout le monde veut continuer, mais on se surveille, on fait attention les uns aux autres, parce qu'on sait que pour beaucoup d'entre nous, il peut y avoir un contre-coup très important. J'ai vu que certains de mes collègues ont déclaré qu'ils y ont réfléchi, qu'ils ont pensé à arrêter, mais personne n'a pris cette décision pour l'instant, et moi non plus, je ne l'ai pas prise, et je n'ai pas l'intention de la prendre. Je pense qu'il est important de continuer le combat, de continuer à faire le journal pour lequel nos collègues sont morts. Quant à cette histoire de Jeannette Bougrave, je m'abstiens simplement de m'exprimer là-dessus, pour la simple raison que Charb était mon ami, il était mon collègue, mais aussi mon ami. Et ce que je peux dire sur Charb, c'est que c'était une personne qui ne parlait jamais de sa vie privée, de son vivant. Jamais. Y compris aux plus proches. Son sacerdoce, son seul engagement, c'était Charlie Hebdo. C'était celui qui venait le premier, qui partait le dernier. Il était le premier qui baissait son salaire pour que le journal puisse continuer, qui faisait des sacrifices pour ce journal. Et ce n'était pas quelqu'un qui mettait sa vie privée en avant. Jamais. Et pour cette raison-là, je préfère m'abstenir de parler de cette polémique-là. Oui, je vous en prie. Pourriez-vous vous identifier, s'il vous plaît, madame? Marianne Scott, journaliste à la Gazette. Où étiez-vous au moment où la tragédie est arrivée? Quelles étaient vos émotions lorsque vous avez appris la nouvelle? Je me trouvais à Casablanca, au Maroc. Nous étions deux à l'étranger. Moi, j'étais à Casa. Gérard Biard, le rédacteur en chef, se trouvait à Londres. Il venait de partir en vacances le lundi. Sinon, il aurait été au coin de la table, juste à gauche de Rhys, et il ne serait probablement plus là aujourd'hui. Moi, ce jour-là, je m'étais réveillée très tôt. J'avais envoyé un mail à Charb pour lui proposer mon article de la semaine, pour lui dire voilà sur quoi j'aimerais bosser. Et puis, plus tard dans la journée, un ami, un confrère m'a téléphoné pour me dire, il était affolé, il m'a dit où es-tu? J'ai dit je suis à Casa. Donc il a poussé un soupir de soulagement. Puis il m'a dit est-ce que tu as vu qu'il y a une fusillade à Charlie Hebdo? J'ai dit non. Et puis je lui ai dit coupe, je te rappelle. J'ai appelé Luce Lapin, la secrétaire de rédaction. Et l'ambiance est si légère chez nous.
On a tellement l'habitude de rire. Je le rappelle, cette salle de rédaction où il y a eu ce massacre est une salle qui est habituée à des éclats de rire, à des blagues, à des vannes en permanence. Les murs sont tapissés de dessins, des dessins très drôles, de dessins qui n'ont, pour la plupart, pas grand-chose à voir avec la religion. Donc je pensais vraiment qu'on allait me dire, mais non, enfin, c'est juste un con qui est venu, qui a tiré, il a cassé 2 vitres. Mais là, quand j'ai appelé Luce, j'ai entendu les pleurs de mon collègue Patrick Pelou, qui venait d'arriver sur les lieux en tant qu'urgentiste, en tant que médecin urgentiste. Et Luce me dit, il y a au moins 10 morts, Charb est mort. Et tout de suite après, j'ai posé la question sur d'autres collègues. Donc j'ai eu des nouvelles, j'ai su qu'elle était vivante, que Laurent était vivant, que Cécile était vivante, que Rhys était blessé mais qu'il parlait. Donc... et puis, voilà, et puis on a dû couper, et tout le reste de la journée, je l'ai passé devant ce chiffre terrible à la télé de 12 morts, mais j'avais un non, puis 2, puis 3, et ça a duré toute la journée. Ce n'est que le soir que j'ai vu enfin, je voyais à la télé qu'il disait que l'hôtesse d'accueil était morte, donc je pensais à Angélique, je pensais à ses enfants, et le soir on m'a dit non, Angélique est vivante, en revanche, Elsa Kayat a été assassinée. Voilà. Oui, je vous en prie, monsieur. Est-ce que vous êtes mal à l'aise un peu avec l'ensemble des discours de tout acabit qui arrivent de tout part, de tout côté? Certains font de la récupération, des gens qui ne sont normalement pas associés à l'approche de Charlie Hebdo, d'autres qui se soulèvent tout à coup en disant non, je ne suis pas Charlie parce que je n'étais pas d'accord, et d'autres qui se réclament de Charlie. Il y a comme un million de discours en même temps, contradictoires, et qui gravitent autour de l'événement. Est-ce que ça vous met mal à l'aise? Tout d'abord, nous avons, à Charlie Hebdo, nous avons très rapidement compris que ce qui venait de se passer allait nous dépasser, allait dépasser Charlie Hebdo, et que des millions de personnes allaient s'approprier ce qui s'est passé, le vivre aussi à leur façon, et ils en avaient le droit. Parce que beaucoup de gens, dès mercredi soir, dès le 7 janvier, sont sortis spontanément dans la rue, parce qu'ils souffraient dans leur chair de ce qui venait de se passer. Maintenant, la question de la récupération, pour nous, évidemment qu'on en a parlé au sein de la rédaction. Même si, je vous avoue que notre douleur était tellement grande que ces questions-là, dans les premiers jours, étaient secondaires. La plupart d'entre nous n'étaient pas capables de regarder la télévision, ni de voir ce qui se disait sur les réseaux sociaux, parce que nous étions occupés à contacter les familles de nos collègues qui sont morts, à faire le journal, à s'occuper les uns des autres. Quand je vois que certains disent « je ne suis pas Charlie », j'ai presque envie de leur dire « ben non, vous n'êtes pas Charlie, vous n'êtes pas mort pour vos idées, vous n'êtes pas allé au-devant de la mort pour une idée. Tout le monde, en effet, n'a pas vocation et n'a pas la capacité de faire ça. Quand je vois des gens comme Tariq Ramadan qui disent « je ne suis pas Charlie », j'ai presque envie de lui dire « mais nous sommes très contents, Tariq, que tu ne sois pas Charlie. Et nous ne sommes pas Tariq non plus. Et ça, nous le savions que tu n'étais pas Charlie, Tariq. » Quant à ceux qui disent « je suis Charlie », évidemment, chacun y met ce qu'il veut. Certains sont sortis au grand rassemblement du 11 janvier parce qu'ils étaient touchés en tant que citoyens français, c'est-à-dire ils étaient atteints dans le fait qu'un tel attentat pouvait se commettre en plein cœur de Paris, dans le 11e arrondissement. Certains sont sortis pour la liberté d'expression, certains sont sortis pour la liberté tout court. Chacun s'est identifié à sa façon à « je suis Charlie ». Et « je suis Charlie », ce n'est pas forcément approuver tout ce qui est écrit dans Charlie. Beaucoup de ceux qui sont descendus ne lisaient pas Charlie, d'ailleurs. Parce que, je le rappelle, avant les attentats, nous étions un journal qui tirait à moins de 100 000 exemplaires, qui connaissait la crise que connaît toute la presse papier, qui est consécutive à la crise de ce qu'on appelle la crise du net dans la presse, et puis la fermeture des kiosques, etc. Mais ces gens-là ne sont pas sortis parce qu'ils approuvaient tout ce que nous disions, mais parce qu'ils pensaient que le prix à payer
n'auraient jamais dû être la mort. C'est des gens qui sont sortis pour dire non au crime, non au terrorisme. Et parce que ce qui s'est passé n'est pas qu'un attentat terroriste, c'est un acte de guerre qui a eu lieu. Donc, nous, par exemple, à ce rassemblement du 11 janvier, nous, la rédaction de Charlie Hebdo, nous étions en ligne de front. Et puis, nous avions appris, comme vous tous, au dernier moment, qu'il y avait un tas de dictateurs, un tas de chefs d'État, etc., qui étaient là. Il y avait, par exemple, l'Arabie Saoudite qui était là et qui venait de flageller, de lapider, pardon, de fouetter le blogueur Raif Badawi pour blasphème la veille. Et ils étaient là pour Charlie Hebdo. Beaucoup de ces dictateurs et de ces chefs d'État qui ont marché sont des gens qui n'autorisent pas la vente de Charlie Hebdo dans leur pays. Ce sont des gens qui ne respectent pas la liberté d'expression dans leur pays. Et nous, tout ce que notre regret à ce moment-là, c'était de dire c'est dommage, nous n'y avons pas pensé. Nous aurions dû prendre tous les dessins que nous avons faits sur Netanyahou, sur d'autres chefs d'État qui étaient présents, pour leur dire aussi, pour démontrer aussi que nous étions là pour nos collègues en fait, et pour nos lecteurs, et pour les gens qui sont sortis pour dire je suis Charlie, qu'ils approuvent notre ligne ou pas, mais qui en tout cas se sont solidarisés et se sont sentis atteints dans leur chair par ce drame qui a touché notre équipe. Donc oui, on s'est découvert un tas de nouveaux amis, comme le pape et Poutine, et un tas de gens comme ça qui n'ont jamais été nos copains. Erdogan. Et Erdogan, oui. Des gens qui n'ont jamais été nos copains, mais je pense que ces gens-là étaient venus à ce rassemblement, chacun pour ses propres intérêts, chacun pour sa propre campagne électorale ou son propre ses propres petits intérêts vis-à-vis de la France. Et ils n'étaient certainement pas là pour dire oui au droit au blasphème. Non, résolument, les Saoudiens n'étaient pas là pour ça. Oui, je vous en prie. Bonjour, Azeb Oldegarbi, Canada. Alors j'ai deux questions pour vous, Zinad. Déjà, comment allez-vous? Et la deuxième question, vous en avez parlé un petit peu, mais comment on pourrait prévenir ce genre d'attentats? La France est un pays laïque. Est-ce qu'il y a des choses qui auraient dû être faites qui n'ont pas été faites justement pour prévenir les attentats comme celui de Charlie? Alors, je vais répondre à votre première question et puis je vais répondre partiellement à la deuxième, mais je vais laisser Patrick aussi répondre à la deuxième parce que je pense qu'il pourra apporter un regard pertinent sur ça, sur la façon de prévenir ce genre de drame. Alors moi, comment je vais? Très sincèrement, je ne sais pas. Je ne sais pas comment je vais. Je n'ai pas encore eu le temps de me poser la question. Ça pourra attendre. Je suis vivante. Et voilà. Pour l'instant, c'est tout ce que je peux dire. Sur le deuxième aspect, nous nous sommes tous posé la question sur l'aspect sécuritaire. On s'est dit comment ça se fait que Charb, qui vivait sous protection policière, on avait l'habitude au journal d'avoir les flics de Charb qui étaient là en permanence, qui étaient devenus... des potes. Des potes, oui. Le Noël avant-dernier, on avait pris un verre au journal, ils étaient là, il y avait du pâté fait par leur maman, et puis on rigolait. Enfin, voilà, ça faisait partie du paysage du journal, parce que Charb était menacé par Al-Qaïda, on le savait, sa tête était mise à prix, je crois, à quelque chose comme 250 000 $. Et c'était la blague avec lui, on en parlait, on lui disait tu crois que si on te livre à Al-Qaïda ça permet de sauver le journal, mais en même temps 250 000 $, c'est vrai que c'est pas grand chose, on préfère te garder toi, même fauché. Le cri de guerre de Charb qui était d'abord, je le dis à tous ceux qui ont conspué cet homme et qui ont appelé à son assassinat, Charb était quelqu'un qui était un grand humaniste et il était aussi quelqu'un qui était un défenseur des musulmans, si j'ose dire, et qui était aussi l'une des plumes les plus pro-palestiniennes du paysage médiatique français. C'était quelqu'un qui avait appris à baragouiner quelques mots d'arabe et qui souvent au journal criait « Allahu Akbar ». C'était son cri de guerre. En réunion, il disait « Allez, Allahu Akbar, on va faire telle chose ». Et on en avait même rigolé un jour parce qu'on lui avait dit « Charb, arrête de crier Allahu Akbar parce que le jour où ils vont arriver pour te buter, on va pas savoir si c'est une blague ». Et c'est ce qui est arrivé, en fait. Quand les deux frères Kouachi sont arrivés au journal, ils ont crié Allahu Akbar 2 fois.
avant d'exécuter Charb. Je me pose personnellement la question, comment ça se fait qu'un homme qui est dans le top 10 des personnes menacées par Al-Qaïda au monde, comment ça se fait qu'il ait pu être assassiné en France? Il est évident qu'il y a eu des failles dans la sécurité. Ça, c'est une évidence pour nous, mais pour l'instant, on attend encore les résultats de l'enquête. On attend aussi que les responsables de cette sécurité répondent de ces failles-là, d'une part. D'autre part, nous, à Charlie, nous pensons qu'il n'y a qu'une seule issue à ce malaise-là. Aujourd'hui, il y a un malaise clairement. Dans le monde entier, quand une société est atteinte d'une maladie, d'un mal, ce sont les journalistes qui en payent le prix d'abord. Dans les dictatures, ce sont les journalistes qu'on assassine. Au Mexique, par exemple, qui est l'un des pays au monde où il y a le plus de journalistes assassinés par les cartels de drogue, c'est aussi parce que cette société est gangrénée par le narcotrafic. Et les journalistes en payent le prix. Aujourd'hui, en France, des journalistes ont été assassinés dans l'exercice de leurs fonctions. Et c'est aussi l'expression d'une maladie française, qui est en fait le fait qu'une partie, qu'une minorité de personnes succombe aux sirènes, à l'appel du terrorisme et de l'intégrisme religieux. Même si ce monstre-là qui a assassiné mes amis, c'est le même qui tue ailleurs. C'est les mêmes qui tuent au Nigeria, en Irak, en Syrie. C'est les mêmes. Et aujourd'hui, c'est une nébuleuse tentaculaire qui sévit partout, qu'on ne voit pas, qui n'est pas devant nous, qui n'a pas d'uniforme, qui n'a pas de nom, qui est derrière nous, qui peut surgir n'importe où et qui tue. Donc, pour nous, il n'y a qu'une seule solution à ça. La solution à ça, c'est d'abord, c'est de sanctuariser la liberté et de sanctuariser le droit au blasphème aussi. Parce que le droit au blasphème, c'est ce qui constitue la frontière entre la civilisation et la barbarie. C'est exactement ce qui fait que nous pouvons nous considérer comme des gens libres. Donc, à Charlie, nous avons toujours considéré que l'islam est une partie intégrante de la France. C'est quelque chose, c'est un fait, c'est une réalité historique et sociologique que personne ne peut contester. L'islam fait partie de la France, de par son histoire, de par son histoire de l'immigration, de la colonisation également. La présence des musulmans. La présence des musulmans est une réalité sociologique que personne ne conteste en France. Mais ces musulmans qui aujourd'hui parlent d'intégration, parce que ces mots-là, l'intégration, etc., sont des mots qui reviennent dans ce débat-là, dans ce mal qui ronge la France. L'intégration, pour nous, à Charlie, c'est aussi le fait que l'islam soit traité de la même façon que les autres religions dans ce pays. C'est que l'islam aussi accepte le sens de l'humour et que l'islam cohabite, ou se plie plutôt, non pas qu'il cohabite, mais qu'il se plie à la laïcité. Parce que la laïcité, c'est l'unique modus vivendi qui permet à une société où il y a des gens d'horizons différents de cohabiter ensemble dans la paix. Que la religion reste dans la sphère privée, qu'elle reste à la maison, mais que nous sortions, quand nous sortons de chez nous, nous sortons avec ce que nous avons d'universel, ce qui nous unit plutôt que ce qui nous divise, et la laïcité est la seule garante, c'est le seul cadre qui permette à tous d'exister ensemble. Donc aujourd'hui, c'est une épreuve pour l'islam, je dirais, bien sûr, parce qu'il faut que l'islam, qui n'a pas appris à cohabiter avec la laïcité dans les pays où il est force de loi, dans les pays où il est religion d'État, sauf qu'en France, il ne le sera jamais. Il ne le sera jamais, il n'est pas souhaitable qu'il le soit. Donc l'islam doit se plier à la laïcité, doit avoir le sens de l'humour aussi. L'intégration passe aussi par là. Et sur ce, je laisse Patrick intervenir également sur cette question. Oui, je crois que... Oui, elle va juste faire une petite entrevue. Merci. Donc je vais faire la soudure entre deux de vos questions. Comme il n'y a pas de page de publicité, faites semblant de m'écouter quelques instants et puis elle revient tout de suite. Je crois que c'est très important ce qui vient d'être dit. La question, c'est que, encore une fois,
La laïcité n'est pas anti-islam, mais il faut que les représentants de l'islam acceptent que dans un pays, c'est les lois du pays qui priment et pas la loi religieuse. Les représentants religieux peuvent conseiller à leurs fidèles. Par exemple, dans la chrétienté, on peut considérer que la notion de pureté chrétienne fait que pas de relations sexuelles en dehors du mariage, que l'homosexualité c'est pas bien, que pas de contraception, que pas de divorce. Il n'est pas impossible, il est même autorisé qu'un représentant d'une religion conseille à ses fidèles de librement pratiquer une morale ou de ne pas la pratiquer. Ça s'est gagné, il a fallu des batailles terribles avec l'Église. Quand on nous dit aujourd'hui il n'y a pas de problème entre ces questions et l'islam, est-ce qu'il n'y avait pas de problème entre les croisades et la chrétienté, entre les bûchers de l'Inquisition et la chrétienté, entre la création de l'école publique, l'Inquisition, l'index qui interdisait des ouvrages? Il a fallu se battre durablement, et les protestants le savent notamment en France, qu'ils ont payé un lourd tribut à l'émergence de la liberté. Eh bien, il faut que chaque confession accepte le principe que, notamment en matière d'égalité homme-femme, il n'y a pas d'autre loi que les lois de la République. C'est ça qui est en jeu derrière. Ça, c'était, je crois, ça répondait tout à l'heure à cette question. Il faut aujourd'hui, c'est la phase délicate, et je crois que l'immense majorité des musulmans de France l'acceptent. Je l'ai dit tout à l'heure, moi, tous mes amis musulmans avec qui nous travaillons, que nous rencontrons, ils souhaitent une chose, c'est des citoyens comme les autres. Ils sont fiers de leurs origines, ils veulent pratiquer leur culte, faire des fêtes entre eux, se retrouver, avoir des proximités, des affinités électives, comme disait Goethe. Mais ils veulent qu'on leur foute la paix, et les filles, elles veulent être libres, et puis éventuellement les jeunes femmes, elles veulent coucher avec qui elles veulent, sans qu'il y ait un grand frère qui leur dise « avec celui-là, t'as pas le droit, avec celui-là, t'as le droit ». C'est la liberté du citoyen qui doit primer. C'est ça l'enjeu de la laïcité. Hein, et c'est pour ça que je disais c'est important la presse, parce que des fois on dit « la laïcité est anti-religieuse ». Mais non. Mais simplement, elle prime, elle fait primer le fait que la loi du pays où les droits internationaux priment. Vous savez, en Amérique du Nord, vous êtes plus attaché, notamment au Canada encore, qu'en Europe, aux droits de l'homme. La déclaration de 1948, elle s'appelle Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous savez que depuis, les Nations Unies ont adopté une déclaration des droits de l'homme africain, une déclaration des droits de l'homme islamique, qui, bien évidemment, impliquant la charia, en exclut en partie les femmes. La guerre dont je parlais tout à l'heure, la guerre culturelle mondiale, et c'est là que c'est important, toute la francophonie se mobilise. La guerre, elle oppose ceux qui défendent un universalisme à ceux qui défendent le retour aux tribus. Un concept qui ne vous est pas étranger ici, c'est celui de la société multiculturelle. Parce que c'est ça qui est en jeu derrière. De quoi parlons-on? Parce qu'à l'origine, c'est très sympa. C'est quoi la société multiculturelle? Si c'est la société culturelle, c'est de faire qu'on vit ensemble en fraternité entre gens d'origines différentes, mais c'est formidable. Qu'on échange sur nos histoires, sur notre musique, sur notre gastronomie, sur notre façon de faire l'amour, sur... Ça, c'est formidable. J'appelle ça du métissage, de la rencontre, de la fraternité. Mais dans la réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Dans la réalité, c'est reconstitution de formes de ghetto où les plus religieux veulent imposer des droits différents. C'est le débat sur le multiculturalisme. Et je pense qu'il n'est pas étranger au Québec, il n'est pas étranger à l'Amérique du Nord. Londres vient de changer de politique dans ce domaine parce que pendant longtemps, les pouvoirs européens en Allemagne et en Angleterre ont favorisé des politiques d'intégration, favorisées sur le communautarisme, école islamique, école juive, école catholique, financées par le public. Il ne faut pas s'étonner si à l'arrivée, on se trouve dans des circonstances particulièrement dramatiques. En France, il y a eu le rapport Aubin en 2004 qui disait que dans certaines écoles, des enseignants ne pouvaient plus enseigner certaines matières, qu'à la table de cantine, les enfants se retrouvaient par communauté d'origine. Ce n'était pas toutes les écoles, mais c'était assez grave pour l'alerter. On a mis la poussière sur le tapis. Pourquoi? Parce que la gauche et la droite politique voulaient faire du politiquement correct et pas essayer de conquérir les voix communautaires ici ou là. Maintenant, on est dedans. Et donc, je crois que ce débat culturel en amont est fondamental. Ce qui est grave, c'est pas que la laïcité puisse ou pas répondre au terrorisme, mais ce qui est grave, c'est qu'en France, il y a eu autant de gosses qui aient pu refuser la minute de silence dans certains collèges, qu'il y a eu des prises de position. Le « on n'est pas Charlie », moi je comprends très bien qu'on ne soit pas Charlie, mais ils n'avaient pas la mesure, c'est des gosses, 12 ans, 13 ans, ils n'avaient pas la mesure de ce qui était en jeu derrière. Parce que c'est difficile de défendre la laïcité. Vous êtes journaliste, vous savez qu'il faut écouter quelqu'un, retranscrire, essayer d'être fidèle. C'est conceptuel, c'est compliqué. Mais croire et penser, c'est pas la même chose. Et ce qui se joue là, à travers la politique d'intégration, c'est est-ce qu'on va vers des politiques communautaristes
Ou est-ce qu'on est d'abord vers des politiques où l'école, notamment, les services publics, sont ouverts à tous pour que nous soyons libres et égaux en droit et en devoir? Ça, c'est fondamental. Je crois que je ne peux pas faire parler les morts, et puis ce serait indécent, mais c'est ça que Chartres défendait. C'est ça qu'il défendait ses copains. Les Québécois lui donneront une forme juridique particulière, les Belges une autre, les Suisses une autre, les Allemands autrement. Mais nous, dans les enceintes internationales, aux Nations Unies ou au sein du Parlement européen, est-ce que nous sommes capables de défendre l'universalisme? Est-ce que nous allons vers un siècle d'universalisme et de fraternité où nous sommes différents? Mais parce que nous sommes différents, nous avons besoin d'égalité des droits. Ce n'est pas parce que l'un d'entre vous court le sommet en 10 secondes qu'il doit avoir plus de droits que tel autre ici qui va prendre 20 minutes et s'arrêter avec moi, boire un pastis en cours de route. Nous sommes différents. Mais parce que nous sommes différents, nous avons besoin de l'égalité des droits. C'est très philosophique, ça vous paraît loin. C'est le corpus idéologique qui est sous-jacent au débat. Aujourd'hui, c'est tout cela qui est touché. C'est même au cœur du livre de Houellebecq, dont on a tant parlé. Est-ce que nous allons vers des sociétés universalistes et de fraternité, ou est-ce qu'on retourne vers des ghettos qui sont côte à côte, et depuis quelques jours, on l'a vu à Paris, qui s'affrontent, parce que je vous rappelle qu'il n'y a pas que les journalistes de Charlie qui ont été tués, il y a aussi des Français juifs qui ont été tués parce qu'ils étaient juifs. Et cela nous pose de vrais problèmes. Libre à chacun de pratiquer sa religion comme il le souhaite, mais sous le couvert des lois communes et de la fraternité républicaine. C'est un défi qui est posé aux autorités européennes, c'est un défi qui est posé aux autorités politiques, et il m'étonnerait que l'Amérique du Nord et le Québec, vous, nos cousins si proches, mais que vous n'ayez pas, dans les termes qui vous sont propres avec votre histoire, que vous n'ayez pas les mêmes questions à vous poser et à trouver vos solutions en matière d'intégration en particulier. Pardon, excusez-moi madame. Y a-t-il un autre journaliste qui souhaiterait poser une question, puisque vous avez déjà posé une question? Oui, vous en faites. On va faire parler tous les journalistes et ensuite on va revenir vers vous. Merci madame. Oui, je vous en prie. Mélanie Pinto, journaliste française et je travaille pour la Tech.com ici. J'ai une question pour Patrice Kessel. Pensez-vous vraiment que c'est un problème de religion et de politique d'intégration aujourd'hui en France qui se pose, sachant que ces personnes, ces frères Kouachi et Koulibaly qui ont commis ces actes sont français mais en France, qui sont allés à l'école française et ce sont en fait plutôt leurs parents qui ont immigré en France, comme beaucoup de Français. Et c'est surtout, ce qui pose problème, on a l'impression aujourd'hui en France, c'est la deuxième ou voire la troisième génération d'immigration qui peut-être ne sont jamais allés dans le pays d'origine de leurs parents et qui, ça se trouve, n'ont même jamais lu le Coran. Donc, est-ce que vous pensez que c'est vraiment un problème en fait de religion aujourd'hui en France et donc de la politique d'intégration du gouvernement français, ou est-ce plus un problème d'éducation? Si je peux me permettre de compléter ton excellente question, est-ce que vous êtes également étonné que les politiques découvrent ce problème? Oui, c'est moi. Alors, moi, ce que j'ai voulu dire, ce que je veux dire d'abord, c'est qu'il y a peut-être des problèmes de doctrine au sein de chaque religion. Ce n'est pas aux laïcs à le dire. Moi, je ne me sens aucun droit pour dire aux musulmans, aux juifs, aux chrétiens s'ils doivent faire évoluer leur religion. Je constate que dans le christianisme, dans l'Église catholique, il y a des courants progressistes qui parfois ont été dans le milieu ouvrier, et puis qu'il y a l'Opus Dei et d'autres structures d'extrême droite qui ont soutenu toutes les dictatures latino-américaines ces 50 dernières années. Je pense que ça existe chez les musulmans, ça existe chez les juifs en Israël. Vous avez à la fois des juifs très modernes, des juifs libéraux, et vous avez les intégristes qui veulent occuper tous les territoires possibles. Ce n'est pas aux laïcs à leur dire ce qu'ils doivent faire, mais j'entends que de plus en plus de voix, et c'est rassurant, s'élèvent au sein de l'islam, notamment de l'islam de France. Il y a encore quelques jours, je vous en renvoie vers un texte de Khalid Bencher. Khalid Bencher, c'est un monsieur très, très, très fin, un philosophe, un spécialisé religion, qui présente l'émission sur l'islam le dimanche matin à la télévision et qui appelle à une refonte aujourd'hui de l'islam pour tenir compte des réalités, notamment en termes d'égalité hommes-femmes. Donc, vous avez raison de poser la question. Maintenant, ce n'est pas cela qui est au fond en jeu. Ce qui est au fond, et c'est
c'est la deuxième partie de votre question et celle de votre consoeur qui vient ensuite, c'est pourquoi les politiques n'ont-ils pas ces dernières années pris la mesure de ces problèmes? Moi, je vais vous le dire vraiment comme je le pense, avec émotion. Bien évidemment qu'il doit y avoir ici ou là des arrière-pensées électorales. Je pense que les élections municipales et autres en France, mais partout dans le monde, que font les candidats à une élection, ils vont séduire les représentants des communautés pour essayer d'avoir leur suffrage. Et donc je pense qu'il y a à partir du moment où la politique est devenue une forme de marketing, à bien des égards, il ne faut pas s'étonner qu'on traite les citoyens comme des consommateurs. Nous avons le reflet aussi de notre propre impuissance et de la dérive de la démocratie un peu partout en Occident depuis une trentaine d'années. Mais au-delà de ça, des gros moyens ont été mis. Les banlieues qui font problème, par exemple, j'ai entendu certains confrères en France et ici en parler, on dirait que ce sont, le Premier ministre a parlé d'apartheid, ce sont bien sûr des populations qui ont d'abord une immense difficulté sociale. Il ne s'agit pas de dire la solution c'est ou le social ou la laïcité, c'est les deux. Bien évidemment que si on propose à des gosses de 12 ans d'aller vers le chômage, vous avez des gosses de 12 ou 13 ans qui sont de troisième génération de chômeurs et qui, par le fric rapporté en dealant dans les réseaux de drogue, vont rapporter plus d'argent à la maison que 3 générations d'anciens avec toutes les aides sociales. Donc, bien évidemment qu'il y a une dimension sociale. Simplement, il faut prendre conscience que les mesures sociales n'ont pas été suffisantes, qu'on n'a pas soutenu les instituteurs, qu'on n'a pas donné les moyens aux enseignants et aux structures, aux hôpitaux, aux différentes structures publiques de faire le boulot d'intégration qui a été fait. Et donc, on se trouve avec des formes de contestation chez un certain nombre de jeunes qui sont fragiles, qui peuvent être sensibles à un discours, je dirais, d'un islamo-fascisme, parce que c'est bien ça dont il s'agit. Et le risque, et je termine par là, le grand risque pour la démocratie française, c'est que la démocratie se trouve prise dans une mécanique à deux temps, où vous avez d'un côté une montée de formes d'islamisme qui prend d'ailleurs les musulmans d'otage, parce qu'encore une fois, l'immense majorité des musulmans ne se reconnaissent pas, mais qui monte en puissance, avec un communautarisme qui monte en puissance, et cela entretient quoi? La réaction, c'est quoi la réaction? C'est chez nous, Marine Le Pen, c'est le Front National, qui se pose en défenseur de la laïcité, alors que l'extrême droite en France a toujours été blanche, catholique, apostolique et romaine. Et voilà comment on met en place une dynamique entre deux formes de totalitarisme qui se nourrissent par eux-mêmes. La laïcité, c'est pas l'extrême droite, c'est le contraire. C'est le métissage, c'est l'universalisme, c'est la citoyenneté pour toutes et tous, quelles que soient les origines, la couleur de peau, les confessions. Ça, il faut que l'islam l'accepte. Il faut combattre l'extrême droite. Et votre question, pourquoi les politiques n'en ont-ils pas fait? Pour des tas de raisons. Que faut-il faire? J'ai l'impression qu'il y a une première réaction. Passera-t-elle 15 jours ou 3 semaines? Je le souhaite. Mais s'il n'y a pas une mobilisation, et notamment de la presse sur le sujet, il est à craindre que les mauvaises habitudes politiques et les jeux électoraux ne représentent... Une dernière question en français, s'il vous plaît. Oui. Alors, allez-y. Bonjour, Joël Hacham de la radio CIBL. Je me demandais comment est-ce que vous suggérez qu'on établisse cet équilibre justement entre, parce que vous avez réagi sur les amendements raisonnables, n'est-ce pas, entre tolérer et la laïcité, parce que la religion des fois peut être transportée au physique, pas forcément de manière agressive. Alors je vais vous dire, les pays qui ne sont pas laïques, les pays où il y a une religion d'État, sont les pays où il n'y a pas de liberté de culte. Si le souci... Si aujourd'hui on craint, ou certains veulent nous faire croire que la laïcité serait un danger pour la liberté de culte, je rappelle que les pays qui ne sont pas laïques ne respectent pas la liberté de culte. Allez ouvrir une charcuterie à Jeddah. Allez vous balader avec une Bible à Jeddah. Allez dire, moi je suis marocain mais je veux me convertir au christianisme. Vous n'en avez pas le droit. Ce sont ces pays-là qui ne sont pas laïques, qui ne respectent pas la liberté de culte. Tandis que les pays laïques, eux, acceptent que vous soyez musulmans, chrétiens, juifs, athées, libre-penseurs, bouddhistes, témoins de Jéhovah, raéliens, qu'est-ce que j'en sais? À condition, évidemment, que vous n'imposiez pas votre foi aux autres. Donc, la laïcité, c'est l'unique, je le rappelle, c'est l'unique modus vivendi qui nous permet à tous d'exister, et c'est l'unique garant même de la liberté de culte. Ce que je dis souvent, par exemple, aux intégristes musulmans en France,
qui sont contre la laïcité. Je leur dis, mais mes amis, est-ce que vous vous rendez compte que si la France n'était pas un État laïque, vous, en tant que minorité musulmane, vous devriez payer une dîme à l'Église catholique qui dirigerait le pays? C'est grâce à la laïcité que vous avez le droit aussi d'exister en tant que citoyen français, malgré le fait que vous soyez issu d'une religion qui n'est pas la religion historique en France. Pas majoritaire. Donc, vous voyez, il n'y a que la laïcité qui puisse permettre à tous les gens d'avoir la religion qu'ils veulent. J'en sais quelque chose. J'ai grandi dans un pays où l'islam est religion d'État, et je peux vous dire qu'on n'a pas le choix de sa religion. Quand on est avec l'étiquette d'une religion, on demeure dans cette étiquette, on est régi par cette étiquette, on n'a pas le même héritage. Moi, dans le pays d'où je viens, j'hérite la moitié d'un homme. J'hérite la moitié, c'est comme ça. Je n'ai pas le choix. Je suis considérée comme la moitié d'un homme. Donc, seule la laïcité nous permet de nous débarrasser de toutes ces choses-là qu'il y a dans la religion qui veulent grignoter cet édifice que nous avons, que nous partageons ensemble et qui est en fait l'édifice le seul qui nous permet d'exister en tant qu'individu. Je rappelle que la République en France ne reconnaît pas les communautés. Il n'y a pas d'intermédiaire entre l'individu et la République. Le seul intermédiaire, c'est les élections. Donc, toutes ces communautés-là qui viennent parler au nom des musulmans, au nom d'autres aussi, ce sont des gens que personne n'a élus. Je me demande à quel point leur pseudo-représentativité peut être acceptée et qui, de toute façon, ne sont pas des instances démocratiques puisqu'elles ne sont pas élues, elles ne représentent qu'elles-mêmes. Et elles ne peuvent en aucun cas s'autoproclamer intermédiaire ou porte-parole d'une communauté auprès de l'État. Non, l'État ne reconnaît pas, la République ne reconnaît pas les communautés, elle ne reconnaît que les individus. Et pour ça, il est important que l'État soit laïque. Voilà. Merci. Si vous voulez, vous pourrez avoir des entrevues avec Zanib et Patrick et Jemila dans la mesure de l'espace disponible que nous avons ici. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux. Et merci. Je félicite Jemila pour tout ça. Merci, merci Michel, merci infiniment.